Je m'appelle Prudence Colomb, je suis l'organisatrice de Afro-Cannes et Afro-Berlin et cette année, on a un focus hip-hop pour la simple et bonne raison que C'est l'année nous le dernière hip-hop, pardon. Oh pardon. Je sais pas pourquoi je me suis emballé comme ça. Pour la simple et bonne raison parce que l'année dernière, nous avons célébré les 50 ans de hip-hop. OK? Donc cette année, à Afro-Cannes, nous célébrons le hip-hop dans le film avec 3 représentants du hip-hop français. Donc je présente DJ Cut Killer. Ah ouais. Merci, bah, Julien. Thibaut de Longeville Pas besoin, pas besoin. et Simi Lebeke. Oh L'objectif de cette session n'est pas de faire une étude de hip-hop, mais de voir comment le hip-hop a changé l'industrie du film en France. On va faire un peu d'histoire, on va aussi faire un peu de présent. On va commencer d'abord par demander à nos intervenants de se représenter à notre audience, si vous me permettez. Cut Killer, DJ, producteur, compositeur depuis 1980. J'avais 80, tu vois 87, je crois. Ah, ça remonte. 87, 88. Fervent admirateur et aimant le hip-hop depuis depuis 82, 83, et puis vraiment je suis mis dans ce mouvement parce que j'ai trouvé de l'amour, beaucoup d'unité, beaucoup de valeurs qui m'ont touché. Donc du coup, j'ai envie de te dire, je me présente comme ça. Je suis aussi DJ les soirs des festivals de Cannes. Du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, ma présentation était super. Ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'il sort donc de la soirée Gaumont d'hier. Voilà, ce qu'il a mixé là-bas. Donc voilà déjà un impact sur le monde du cinéma français. Moi, je m'appelle Thibaut de Longeville, beaucoup moins vieux que Cut Killer. Est-ce qu'on m'a repris sur ça? Non, j'ai quoi? J'ai 3 ans moins que toi? J'ai 53. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais découvert le hip-hop à peu près à la même période de ma patrie du Sénégal, où j'ai découvert le hip-hop avec le film Flashdance. Ça, on peut parler de cinéma. Je voulais être danseur hip-hop, j'ai raté. En revanche, j'ai créé une société en 1995 que j'opère toujours, tout à fait indépendant, où j'ai fait beaucoup de choses, de l'image, du marketing, et où depuis 20 ans, je produis et réalise des films en France et aux États-Unis. Et j'étais récemment ici à Cannes pour présenter un projet, ce qui est une série documentaire sur un ami commun à Cut Killer et à moi-même qui s'appelle DJ Mehdi, et pour lequel j'ai gagné le prix de la meilleure série documentaire. Bravo. Je peux vous en parler longtemps parce que et je le ferai pas, mais en tout cas je le ferai que dans les limites qu'on autorise, parce que c'est des projets qui sont très difficiles à monter et il y a des choses à apprendre sur le fait que c'est, je veux pas dire impossible, mais c'est vraiment vraiment difficile. C'est d'ailleurs à ce titre assez significatif pour le projet qu'on gagne ici en compétition internationale, un projet que je pense je l'ai présenté à absolument toutes les plateformes, Canal+, avec qui j'ai fait des films précédemment, ils m'ont tous dit ah ouais, ça a l'air super, mais on va clairement pas le faire. Et donc aujourd'hui, ça sera diffusé en septembre sur Arte en Europe. Et en fait, je découvre avec stupeur en le faisant que non seulement c'est la première série ou programme qui raconte ce que c'est qu'un beatmaker, ce qui est fou parce qu'il y en a pas aux États-Unis de choses qui te disent qu'est-ce qui fait le compositeur de Gangstar ou de je sais pas quoi, de Pete Rock et CL Smooth. Donc c'est déjà c'était ça pour le coup un challenge hyper intéressant de raconter ce métier-là, qui est le métier, on va dire presque le plus important, qui est le métier cousin du métier de beatmaker aussi, qui est beatmaker aussi. Quand il déjà un film, Thibaut, qui s'appelle West Coast. Ah bah voilà. Que je l'ai connu. Ah bah pardon. Eh ben du coup je la ferme. Mais je me suis vraiment posé la question et malheureusement j'ai pas vu ça, mais je sais que Questlove l'a fait un film sur Jay Dilla, mais du coup amende honorable, je la ferme. C'est le deuxième. Voilà. Mais surtout, et c'est ce que je voulais dire avant de raconter donc ce mensonge,
c'est que on a très peu d'histoires en France, voire je n'arrive pas vraiment à inciter en documentaire, hein, je parle. Or la fiction sur Le Monde de demain sur NTM, qui en fait raconte, qui d'ailleurs pas raconté par des gens de cette culture, respect complètement à leur production, mais qui raconte l'évolution de cette culture, son arrivée, enfin des histoires relatives à cette culture par des gens de cette culture. Alors là, je demande qu'à être corrigé sur ça, et je serais ravi qu'il y ait 1000 fois ça, vu la générosité de cette culture, ce qu'elle a apporté. Mais voilà. Je vais refaire mon introduction. Non mais comme ça j'ai tout dit, et puis après j'arrête de faire chier. C'est pour ça qu'il y a plus vieux. Ouais, voilà. Voilà. Donc, Essimi. Alors, bonjour tout le monde. Je suis le plus jeune des trois, je le dis d'avance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Essimi Mévégué, je suis journaliste critique de cinéma, bientôt depuis presque 30 ans. J'ai commencé en tant que journaliste culture hip-hop dans un magazine qui s'appelait Black News. Pour les anciens, ça remonte en 95. Voilà, j'ai commencé Black News, et ensuite j'ai toujours été fan de cinéma. Je suis véritablement devenu critique de cinéma il y a presque 25 ans en fait. Donc voilà, j'ai découvert la culture hip-hop en 1983, mais par l'intermédiaire de mon grand frère qui s'appelait Amoubé Mévégué. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir toute cette culture. Donc j'ai grandi, j'ai baigné dans cette culture. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette culture, c'était l'image, les clips vidéo, et donc voilà, tout l'imagerie qui était développée derrière cette culture. C'est pour ça que je suis devenu journaliste, et ensuite, à travers cette culture-là, j'ai découvert, je me suis intéressé au cinéma. Et il y a eu ce lien entre la culture cinématographique et la culture hip-hop et le cinéma. Celui qui fait vraiment le lien entre les deux, c'est un film comme Do the Right Thing de Spike Lee, parce qu'avant c'était plus des films sur la culture hip-hop, mais il n'y avait pas vraiment une narration cinématographique. Et le premier qui réussit à faire ça, c'est Spike avec Do the Right Thing. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis véritablement intéressé au cinéma, et que je suis devenu critique, journaliste d'abord de culture hip-hop, et ensuite critique de cinéma. Sinon, actuellement, j'ai une émission de cinéma qui s'appelle le Ciné Club Afro, qui est un podcast interactif, c'est-à-dire que je l'enregistre via une application audio Clubhouse, où j'invite des intervenants du milieu du cinéma afro à venir discuter avec le public qui nous écoute. C'est la 4e saison qu'on fait cette émission-là. On a 72 émissions. Et on enregistre un jeudi sur 2. Et après, on met ça en podcast. Et aussi, j'organise des séances du Ciné Club Afro où une fois tous les 2 mois, je programme un film où je viens parler avec le public. Et aussi, je fais des conférences sur le cinéma afro-américain, parce que j'ai une spécialité sur le cinéma afro-américain du début fin 19e jusqu'à aujourd'hui. Donc, je fais des conférences sur les hood movies, sur les femmes noires à Hollywood, et sur l'industrie du cinéma afro-américain. C'est parfait. C'est parfait. Super. Bon. Cette conversation a trait à la transformation du hip-hop en culture de rue, à culture dite créatrice de valeur. Ok, vous avez été témoin de la venue de Afrika Bambaataa ici, et ensuite de l'émission HIP HOP de Sydney. Je vais poser la question à vous, DJ Cut Killer. Ok. Vous avez un parcours assez particulier, parce que vous avez aussi fait partie du film La Haine, qui est entre guillemets considéré en France comme une sorte de point tournant de la mise en valeur de la culture hip-hop urbaine. Donc, et depuis La Haine, il n'y a plus rien. Comment vous expliquez ça? Bon, il n'y a pas plus rien, mais Il n'y a pas plus rien, ouais. Pas aussi, je veux dire, impactant que La Haine. Pas aussi impactant d'une certaine manière. On va dire qu'entre La Haine et Les Misérables, il y a effectivement un fossé. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pourquoi il n'y a pas eu autant de quelques films quand même. Comment? Non, il y a eu quand même quelques films quand même moins impactants, mais moins impactants, oui, effectivement, qui parlent effectivement de la culture urbaine, notamment de la banlieue parisienne. Enfin, pas parisienne d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'entends la question, c'est effectivement pourquoi il n'y a pas eu de film qui soit aussi marqué de cette culture, parce que malgré tout, quand Mathieu Kassovitz a fait ce film-là, il voulait pas non plus le marquer de manière très rap urbaine. Il voulait simplement profiter de ce moment-là pour parler des violences policières qui se passaient effectivement en banlieue.
Pourquoi ce film a été culte par la suite, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que on se pose la question. On va dire de ces 30 dernières années, le temps de mûrir, le temps d'arriver, Courtrage-May quand ils sont arrivés, et surtout le principe de faire des clips, a montré qu'il y avait plusieurs acteurs de ce mouvement-là qui sont devenus réalisateurs, notamment de clips, et puis après derrière de films, font que 20 ans après, on a quand même réussi à se démarquer. C'était relativement compliqué d'avoir des financements, d'avoir une assurance, de créer en fait une direction par rapport à l'urbain. Aujourd'hui, on peut se permettre effectivement d'avoir cette vision parce que vous êtes, enfin, en tout cas, en international, c'est beaucoup plus marqué, mais en France, on arrive quand même à développer des projets qui notamment comme Thibaut avec son documentaire, sont un peu plus faciles à faire entre parenthèses, mais en termes de financement beaucoup plus compliqués parce que encore une fois, c'est toujours une histoire de viabilité. Mais c'est vrai qu'il nous a fallu 30 ans. En gros, c'est ça. On va avoir des choses qui arrivent maintenant, mais il faut se battre. Mais en même temps, c'est parce qu'on a les armes aujourd'hui pour pouvoir avancer. Mais la question de pourquoi depuis la haine, il y a eu autant de films, c'est très compliqué. Il y a eu des choses qui sont passées comme ça. Et je sais que c'est très compliqué le cinéma français. Moi, je viens ici depuis 99. J'ai vu effectivement que la culture afro-américaine a mis du temps, en tout cas, à impacter les Français, en tout cas, et puis après de créer en fait une direction. Mais on s'est battu, on se bat encore. Hein. Je pense que tu sais, tu dois savoir tout. Mais bon, enfin, il est critique, il est réalisateur, je suis producteur DJ. On se bat tous les jours, et le fait d'arriver encore aujourd'hui à se dire qu'on va arriver à faire quelque chose de très intéressant. À mon avis, c'est ce qu'on va faire. On va marquer les esprits à partir de maintenant, je pense. Très bien. Et Simi, la question est pour toi. Ok. Tu as fait, ton expertise est dans ce qu'on appelle le hood movie, et le fait que, par exemple, tu as parlé des films comme Do the Right Thing, alright, ou encore Boys in the Hood, qui ont fait leur première à Cannes et qui sont devenus comment on appelle ça, des succès internationaux. Ok. Et qui ont fait aussi de leurs producteurs, de leurs acteurs, des gens qui sont incontournables aujourd'hui dans le cinéma. En France, il n'y a pas cette équivalence. Comment tu expliques ça? C'est beaucoup plus compliqué en France parce qu'il y a un système de financement du cinéma qui est totalement différent des États-Unis. Et aussi, bon, la France, il y a toujours, faut toujours que ça prenne un petit peu plus de temps aux États-Unis. Faut savoir que Do the Right Thing est arrivé en 89, Boys in the Hood en 91. Et on peut dire que aujourd'hui on a à Cannes et que c'est le festival de Cannes qui a été une rampe de lancement pour ce qu'on appelle les hood movies, un genre cinématographique qui mêle la culture hip-hop à la vie des personnes qui vivent dans les quartiers populaires et dans le ghetto, en fait. Et les hood movies ont transformé le regard qu'avait Hollywood et même l'industrie du cinéma français sur les minorités au cinéma. Donc entre 89 pour Do the Right Thing et 95 aussi, qui a été aussi un changement pour nous en France, parce que avec La haine, il faut le reconnaître aussi, que ça a aussi permis de changer le regard qu'avait l'industrie du cinéma français et même la France tout entière sur des minorités qui vivent dans ces quartiers populaires. Donc ça a transformé le regard et ça a permis le temps que ça s'installe, d'enclencher d'autres films. Bon, il y a eu La haine en 95, Rail, on peut dire aussi en 95, Ma cité va craquer, Comme un aimant, La Squale, dont Cut Killer a signé la BO, faut le dire quand même. 2000. Donc même Comme un aimant en 2000 et La Squale de Fabrice Genestal en 2000. Tous ces films français ont permis aussi à toute une génération qui sont issus de la culture hip-hop de faire aussi leur début au cinéma. Puisque dans ces films-là, il y avait aussi des rappeurs qui faisaient leur première fois au cinéma. La haine avec Solo, Ma cité va craquer, premier rôle, une expérience cinématographique pour Stomy Bugsy, Comme un aimant, IAM, La Squale, il y avait des membres du groupe La Brigade qui marchaient actuellement. Donc ça a permis aussi à des rappeurs, à toute une génération de personnes issues
des minorités, de l'immigration, comme on dit, des non-blancs, d'avoir des rôles au cinéma non stéréotypés, non clichés, qu'avait l'habitude de nous montrer le cinéma français dans les années 80 et au début des années 90. Après, comme l'a dit Cut Killer, ça prend du temps. C'est tout nouveau. La culture hip-hop en France, elle a 40 ans. Donc, le temps que ça s'installe, alors qu'aux États-Unis, elle a 50 ans. Donc, 50 ans, c'est 73, 89, do the right thing. Donc, nous, c'est début des années 80, 95, ça a pris une quinzaine d'années, la haine. Donc voilà, ça s'installe. Après, oui, mais c'est tout un système de financement du cinéma français qui est totalement différent des États-Unis, qui fonctionne avec l'industrie Hollywood et aussi des mécènes, des financements privés qui permet au cinéma d'auteurs indépendants afro-américains qui font essentiellement ce genre de films qu'on appelle le movie d'exister. Donc voilà. Ma prochaine question est pour Thibaut. Ok. J'avais des choses à dire sur les précédentes. Ok. Mais non, mais pour faire synthétique sur ces questions-là, c'est que il y a une résistance manifeste du monde du cinéma pour on est sur West Coast Theory là. Sur une vente inter. C'est ça qu'on veut. Bravo. Le cinéma français, il veut pas je veux pas en faire une punchline, mais il n'a pas envie de nous. Très clairement, ça n'a rien à voir en fait avec la rentabilité des films. C'est un milieu qui est très fermé. Ça c'est force est de le constater. C'est un milieu qui est très endogène. Par là, j'entends c'est un fait quoi, que c'est le fils de, la nièce de, et que ça c'est quand même inscrit dans l'historique de la Gaumont. Aujourd'hui, c'est Léa Seydoux qui est donc la fille de machin. Et sans rien enlever à Mathieu Kassovitz, à Vincent Cassel, à Romain Gavras, qui sont tous des enfants de cinéastes et qui très honnêtement que je connais depuis super longtemps, que j'ai vu faire leur marchepied. Très honnêtement, ils ont eu le pied à l'étrier et trop cool pour eux. Par leurs parents. C'est tous les gens qu'on vient de citer là. À part peut-être Jean-François Richet, mais c'est-à-dire que, et du coup, ça montre quand même que le premier accès à ce type de production, à ces modes d'expression, à la différence de la musique hip-hop, de la danse, des autres disciplines qu'on a pu pratiquer chez nous, danser toutes les autres disciplines qui étaient assez accessibles, un film, ça l'est pas. Un film, c'est des gros financements à aller chercher pour faire un film de qualité. Le monde entier le sait. Et donc, il y a une barrière institutionnelle et privée sur ces questions-là. Ça amuse quand le sujet, c'est les banlieues sont en feu, machin et tout. Du coup, il doit y avoir un film intéressant à faire sur ça. Après le succès de la haine, ça méduse tout le monde au moment des Misérables, alors que le script de Ladj, il est allé voir absolument tous les producteurs de Paris. Tout le monde. Et les gens ont assez logiquement refusé, qu'ils en ont à foutre de lui, machin, c'est pas Gavras. Si vous me permettez. Bien sûr. La France, c'est le deuxième pays du rap, mondialement. Ouais. En termes de talent, en termes de rap et du hip-hop. De rap, quand je dis rap et hip-hop. Ouais. Ensuite, vous avez l'Allemagne, après les États-Unis. Et cela depuis 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine éducation et une certaine habitude à cette culture. Et aussi, je pense que d'un point de vue économique, je pense que il y a une incompréhension des producteurs ou des grandes maisons de savoir qu'un produit rap, par exemple, dans la hip-hop, dans la musique, fait de l'argent. Donc, un produit hip-hop dans le cinéma devrait automatiquement faire de l'argent. Pourquoi il n'y a pas cette corrélation-là, si vous me permettez? Je donne le micro tout de suite à Cut, mais on fait partie des gens qui, pour vraiment répondre à la question du panel généralement, contribuer à créer de la valeur autour de ça, en production musicale, en marketing, en association avec des marques, tous dans notre historique. Donc on est évidemment assez bien placé pour le constater. Ça fait maintenant 20 ans, et Cut me corrigera si je me trompe, mais l'idée générale c'est la même, que du top 1 au top 14-16 de tout ce qui est streamé en France ou écouté ou acheté en disque, c'est le rap. Le rap est la musique dite urbaine et la musique préférée des Français. Je répète, c'est la musique préférée des Français. Je répète, c'est la musique préférée des Français. Tu peux répéter? 2-3 fois. Attends, j'essaye en rap. Non, mais je sais que cette formule, elle est, ah bon, mais comment ça? C'est la réalité. Mais ce qu'il faut noter,
c'est que les industries hors discographiques, c'est quelque chose qu'ils ont énormément de mal à accepter. Déjà, l'industrie discographique a pris du temps, elle est encore même à se dire, mais c'est pas normal, on va leur mettre une autre taxe de streaming. Bon, ça c'est voilà. Mais et nous, on a réussi des mini révolutions dans le monde du disque. On a changé comment dire, le niveau RH de qui est dans les maisons de disques. On a fait évoluer très simplement. Il y a des non-blancs qui sont à des positions de pouvoir, ça a pris du temps, des batailles, etc. Et puis c'est pas évidemment qu'une question de couleur de peau, mais c'est quand même très marquant. Et ce sont des questions qui sont uniquement idéologiques. Ça n'est pas du tout basé sur l'économie. C'est-à-dire que il faut pas être un spécialiste en démographique pour dire j'aimerais bien faire un truc qui plaît aux jeunes. Qu'est-ce qui plaît bien aux jeunes en France? Qu'est-ce qui pourrait bien leur plaire? Je ne sais pas. Je vais regarder les streams, qu'est-ce qu'ils écoutent. Le chemin, il est quand même hyper rapide. Donc, par une logique très simple économique, on pourrait se dire, bon je sais pas, 8 Mile, des cartons, on pourrait citer, et Simi pourrait le faire là, une longue liste de productions anglophones afro-américaines qui correspondent à une réalité économique américaine, qui est un pays, pour le coup, ça fait de l'argent. On market dessus. Et donc, 500 000 wood movies, 400 films, et parmi ça, des productions de qualité. La France, très, très différent, parce que culturellement, ancien continent, ancien pays, et ce système, je vais pas dire féodal, mais j'ai presque envie, en tout cas, d'empire familial, c'est difficile de dire d'autres. Je connais, moi, très mal le milieu du cinéma français, donc voilà. Donc la méritocratie, c'est extrêmement rare. Du peu que je connais du cinéma français, du coup, je me présente pas du tout spécialiste, mais je ne vois que Éric Toledano et la famille Nakache, qui sont des gens qui ne viennent pas du sérail du cinéma. Il y en a d'autres, je veux dire, il y a des gens brillantissimes partout, mais dans ce niveau de succès et de ce qu'on voit comme étant le paysage il y a Omar et Jamel. Donc voilà, ça c'est voilà, et le registre de comédie qui est fabuleux et qui aussi a fait émerger énormément de talents de nos univers, on va dire. Mais voilà, on peut compter sur les doigts d'une main les talents énormes qui sont devenus, qui sont pas de ces univers. Et avec toute la sympathie que j'ai pour eux, c'est vraiment des copains. Je ne compte pas Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel et Romain Gabras comme des gens qui sont qui n'ont pas bénéficié de ce truc-là. C'est vraiment comment dire, très manifeste dans finalement comment ces projets se montent. Non, si on débat, on en a pour 40 minutes. Tout de suite. C'est pas là-dessus. Parce que chaque question, si on répond à 3, ça va être la technique. Puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais la question réellement, c'est pourquoi depuis la nuit des temps, le rap en tout cas, où la culture urbaine a explosé en France depuis ces 40 dernières années, et pourquoi au cinéma, il n'y a pas aussi autant de films et de productions à l'équivalent. Techniquement, c'est beaucoup plus complexe. Quand ton court-métrage arrive, ils ont mis 20 ans avant d'arriver à un cadre. Au-delà de fait que aujourd'hui on a des acteurs, notamment Stomy, c'est sur des films après Joey, Fianso, qui seront installés au fur et à mesure. C'est relativement compliqué en fait dans le cinéma français d'arriver et de dire voilà, j'arrive de mon quartier il y a 20 ans, j'ai un scénario, il est super. Oui, mais ça va intéresser qui en fait? Compliqué ton histoire, et puis après, on ne sait pas si t'as ce cadre-là. T'as peut-être fait des clips, mais bon, pour l'instant, c'est pas intéressant. Ouais, et puis il y a une croyance que si tu viens du quartier, c'est un film qui parle des quartiers et va parler à la population des quartiers. Ça reste existant aujourd'hui, jusqu'au Misérable où c'était, c'est les gens des quartiers, et puis du coup, c'est pas voilà. Ouais. Donc ça, c'est. Et puis, il faut le rappeler qu'il y a une perception de culture hip-hop en France qui est totalement différente de celle des États-Unis. Quand on parle de culture hip-hop en France, il y a cette équation-là, culture hip-hop en France, donc ça égale banlieue, immigration, insécurité. À partir de ce moment-là, c'est extrêmement compliqué de marketer cette culture, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs. Quand on voit aux États-Unis, même dans la pop culture, la culture hip-hop fixe la tendance de la culture mainstream aujourd'hui, que ce soit dans la mode, dans le sport,
voilà, dans les En revanche, il y a des opportunités dans le rôle des insécurités. Du coup, dans Bac Nord, par exemple, oui, voilà. Donc, Bam. voilà, mais c'est, il y a plein de rappeurs. je voulais dans parler l'insécurité. positif. Ouais, non, mais bien sûr. Positivement. C'est-à-dire que la culture hip-hop en France souffre de ça. C'est une culture de banlieue, d'immigration, de délinquance, etc. Il permet, en termes de marque, Dont en c'est termes d'un terroriste. d'industrie et en termes de capitalisme, de la difficulté de trouver de l'argent en dehors de l'écosystème du hip-hop. Qu'il y ait des grosses entreprises agroalimentaires qui financent le hip-hop. Des produits Manux qui associent leur image à la culture hip-hop en France. Ça, c'est extrêmement compliqué. Mais on a des exemples ici, par exemple Thibaut, vous êtes un homme d'affaires, vous avez créé 360 communications créatives qui a commencé à marketer dans le monde hip-hop depuis les années 90 et aujourd'hui vous marketez à des boîtes de luxe. Effectivement. Et Je aussi, l'avoue. je peux aussi- C'est ainsi que je gagne ma vie. Et aussi, il y a un certain nombre de tous ces, de tous ceux avec qui vous avez commencé il y a 30 ans, il y a 20 ans, qui aujourd'hui n'inscrivent pas particulièrement à l'idée banlieue, pauvre, etc., etc. Pourquoi n'y a-t-il pas ce transfert comment on appelle ça, cette évolution aussi, quelque part, dans le public, de comprendre qu'il y a aussi, on part on va dire par exemple, comme vous, Thibaut, vous avez créé 360 communications, faisant du street marketing, et aujourd'hui, vous travaillez, avec des grosses boîtes. Pourquoi ce modèle que vous êtes n'est pas autant reflété ou, perçu en France? Qu'est-ce Vous qui voulez est dire d'une manière générale Bien. ou dans le monde, D'une manière- hors monde du cinéma? dans le monde du cinéma, mais aussi d'une manière générale? C'est à peu près, c'est-à-dire que nous, on a eu la douleur et la joie d'être les pionniers de ça. Et donc, heureusement, derrière nous, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et donc, il y en a pas 500 par rapport au niveau de valeur qui est présente sur les marchés. Moi, par exemple, si je dois m'appuyer simplement sur ma propre connaissance, je travaille énormément en direction des États-Unis. Où, encore une fois, c'est un autre monde. Il y a eu des révolutions qui se sont opérées. Et donc moi, par exemple, je travaille. Ce qui me fait gagner ma vie, mon client le plus important, c'est LVMH. Et je fais de la strat, du contenu, etc. pour LVMH à direction du marché américain. Et on me consulte. Et c'est super, j'en suis ravi. Et bisous LVMH et Bernard Arnault, je les aime du fond de mon cœur. Peut-être pas en fait, pardon, peut-être pas. Mais je parais. Et donc pour prendre que cet exemple-là, ça correspond à des enjeux économiques qui existent, qui sont les mêmes raisons plus ou moins pour lesquelles LVMH va racheter la marque de streetwear Supreme ou d'autres, ou Virgil, enfin toutes les Pharrell, etc., qui est que c'est une question économique porteuse, très réfléchie, comme n'importe quel DA qui vient dans une maison de luxe. Bon, moi par exemple, je fais énormément de contenu qui a à voir avec Moet Hennessy, parce que la nuit aux États-Unis, c'est un marché énorme. Et donc les gens comme Cut aux États-Unis sont les porteurs de prescriptions, ce sont ceux auprès desquels si sans Nas, par exemple, je prends l'exemple de la maison Hennessy pour laquelle je bosse depuis 12 ans maintenant, sans Nas comme visage d'Hennessy, la compétition est plus sévère, etc. Et donc ça, c'est mais par exemple, pour être vraiment très spécifique, je fais énormément de choses pour Hennessy, et encore une fois, amour sur eux, à direction des États-Unis, jamais à direction de la France. Jamais. Il n'y a pas que ça. C'est aussi une notion de 100% marché. C'est-à-dire que ça, c'est une raison légale, donc c'est clair. Mais d'un point de vue marché et regard du marché, ces gens-là en France, on s'en fout un peu. Certes, c'est populaire, mais c'est pas l'image de notre marque. Et donc, bon, ça c'est un exemple. Il y en a d'autres. Mais au fond, des grandes marques internationales reconnues de tout. Et donc, par exemple, dans les marques françaises, c'est notable qu'il y a très peu, mais alors très peu, je ne saurais même pas d'ailleurs les citer, de marques françaises qui se sont positionnées avec la culture hip-hop hors mode hip-hop, un petit coup de diop. Lacoste.
Bah moi, je suis la personne qui a fait le deal entre Lacoste et Arsenic à l'occasion des 90 ans de la marque. Donc ça, c'est un cas, c'est notre cas. Voilà, c'est un cas. Mais ce sont des marques qui sont clairement, pour prendre encore une fois les marques françaises. Là, c'est l'exemple de tous les exemples parce que Lacoste a rejeté de façon notoire par voie de communiquer. Renault après. Ouais. Donc, se sont manifestés pour dire on veut pas de ça en fait. C'est-à-dire que ce consommateur qui vient acheter des survêtements des 3/4 qui font la queue devant un, c'est pas eux qu'on veut. On veut pas. On veut le compte. C'est voilà. Et c'est ça. Et c'est le tennis et machin. Et ça, c'est moi. Donc aujourd'hui, je fais énormément de Nike et je fais des pubs BMW, des pubs Apple, etc. Pour pas toujours en relation avec. C'est plus une question de savoir-faire qu'une question de relation avec la culture hip-hop. Voilà, pour ceux que je cite là. Mais quand ça l'est, c'est toujours des marques internationales. Ce ne sont donc jamais des puissances françaises. LVMH étant l'exception, mais LVMH étant fondamentalement, par exemple, m'engageant moi pour faire de l'international. Zéro. J'ai fait d'ailleurs rien pour LVMH à direction du marché français, par exemple. Ouais, bon, j'ai fait Renault, moi, personnellement. Effectivement. Ouais. Parce que... Bien sûr. Ouais. Ouais, non, bien sûr. Mais c'est l'exception. C'est un cas. Ouais. Moi, j'aime bien mettre un tout petit peu de positif. Ah ben, on est là pour ça. En fait, on vient du hip-hop. Désolé, le hip-hop, c'est aussi, c'est un métissage. Bien sûr. Culturel, ethnique. Bien sûr. Et donc, Faut pas dire désolé, hein. Non, mais on est là pour l'accueillir, hein. Et le célébrer. Si j'ai un comparatif et tu le connais bien, voilà, moi je suis très discret, mais aux États-Unis, toi tu connais Com. Moi avec Anwar, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, mais j'apparais nulle part. Cependant, en fait, j'essaye toujours de dire que tout est positif et qu'on fait avancer les choses et que toujours utiliser un verbiage qui est se battre, se ça. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, on est arrivé dans... Mais c'est notre réalité. C'est une réalité, mais c'est pas que la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien que ces marques ont de plus en plus besoin de nous, qu'elles viennent à nous. Alors, en tout cas, nous, on en fait le constat avec Anwar assez souvent. Et Renault, on a été un exemple. C'est-à-dire que sur cette publicité qu'on a fait, ça s'appelait « C'est ça la France ». Et donc, quelque part, on incluait tout ce qu'un... Ah, il faut que je te réponde. Il faut que je te réponde sur ça. Je suis désolé, je suis du même message, du même sérail et tout. J'ai fait une pub pour Bic, marque française, stylo Bic. Le concept du script, porté par une agence, c'était un brief où il fallait que ce soit une battle entre un Bic et un rappeur. Idée de créa, très simple. Et l'idée, c'était que le Bic écrit hyper vite, c'est la fonction du Bic. Et donc, il fallait trouver le rappeur qui rappe le plus vite du monde. D'accord? Pour pouvoir exécuter le concept. Eminem était celui qui détenait le record à l'époque, et puis depuis, il y a d'autres rappeurs, notamment 2 rappeurs anglais qui rappent incroyablement vite, et bon, voilà. Et puis, par ailleurs, sont pas des mauvais rappeurs. Il y a eu, en tout cas, d'accord? Pour finir, donc je reçois le brief, tout, etc. Moi, je suis trop content, c'est quand même un gros client, machin, c'est une pub, campagne Monde et compagnie. Et ils nous disent, et donc, bon, je fais ma recherche, je trouve donc du coup un mec en Angleterre et un mec aux États-Unis. Et ils me disent, en revanche, et ils tournent un tout petit peu autour du pot, donc c'est il y a 3 ans, ou juste un peu avant la pandémie, ils me disent, le mieux, ça serait qu'il soit pas noir. Donc, si tu veux, la différence entre l'expérience Renault, qui est fabuleuse, c'est ça, je salue évidemment cet exemple, mais le contre-étance que je vis le plus, moi, et d'ailleurs pas que moi, hein, mais c'est quand même la norme française. Bon, bah, je suis dans une agence de pub, et là, il faut que je décide. Je prends le budget, je prends pas le budget. Du coup, je demande qu'est-ce que et pourquoi. Bah, du coup, ça amène la conversation. C'est-à-dire, le concept, c'est vraiment une battle. J'ai la pub là, je pourrais la montrer. Au final, j'ai accepté de me soumettre au grand capital, mais la prérogative, c'était pas peut-être. Elle va prendre un rappeur pas noir. Le champion du monde, c'était, du coup, j'ai pris l'américain. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai demandé, mais pourquoi? Parce que si le concept est un concept hip-hop, quand un môme à qui est destinée la campagne pour acheter un stylo, quand il ferme les yeux, on lui dit rap.
qu'est-ce qu'il voit comme type d'être humain? Gros silence dans la truc, limite je me fais virer en fait. Du coup, je pose la question une fois et après je m'exécute. Et puis du coup, j'ai fait la campagne avec un mec qui s'appelle Mac comment je peux oublier son nom, un Texan, et voilà, je pourrais la montrer à loisir, mais c'est donc quelque chose. Et quand j'ai posé la question, c'était même pas la cliente de chez Big qui voulait, c'est l'agence de pub qui me dit franchement, ils sont devant moi, hein, je préfère pas. Et c'est quand même très couru. Donc moi, j'ai la chance et le malheur de travailler énormément en pub, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est très récent en fait que des Noirs aient besoin de s'hydrater la peau en France, de consommer du dentifrice, d'acheter une voiture et tout. Et c'est très souvent à l'impulsion de multinationales qui ont une prérogative de diversité. Je donne un autre exemple. Je suis associé à la marque Nike depuis 20 ans que je fais mon tournoi de basket. Quand j'ai commencé en 2003, ils me demandaient de pas avoir trop de noirs. La marque Nike en France. Non mais c'est quelque chose qu'on vit. Ça depuis toujours. Je dis juste. Ouais. On est, c'est ce que vous disiez. Ouais. Ouais. Bien sûr, mais c'est nous les acteurs de ça. Dans la souffrance et donc moi je peux pas arrêter d'utiliser un verbiage de dire on se bat. On est objet. Et avec le sourire, hein. Je veux dire, à nos âges, on se bat en rigolant, quoi. Donc, voilà. Ouais. Critique de cinéma. Voilà. Sinon, non, on va pas débattre de ça. Il a tout dit. Moi, c'est clair. Donc on va passer à Essimi en fait, ok. Et on va parler de profils comme Ice Cube, par exemple. Ice Cube, comme vous savez, il a commencé à NW, ensuite il a fait des films comme Friday, Barbershop et récemment Straight Out of Compton. C'est le profil d'un rappeur qui devient un producteur, un méga producteur de méga production. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver en France et surtout parce que vous avez parlé tout à l'heure que les modes de financement en France, c'est toujours à travers le CNC, c'est toujours très fermé. Est-ce que les financements indépendants peuvent être possibles et créer des profils comme Ice Cube en France, par exemple? Ça pose la question des rappeurs dans l'industrie du cinéma. Oui, je pense que ça peut arriver. Ben, ça commence petit à petit. Hein. Quand on voit, par exemple, surtout dans la série actuellement, quand on voit même des films, et c'est surtout les plateformes qui misent sur ça. Quand on voit la série Ourika, co-créée par Booba, par exemple, le film Banlieusard, co-réalisé par Kerry James, et aussi Caris aussi, son dernier film, je me rappelle plus, il s'appelle, qui était sur Netflix. Donc oui, ça commence petit à petit, mais comme les problématiques, c'est comme ce que dit Thibaut exactement, comment on est perçu en tant que, comment ils sont perçus en tant que membre de cette culture et aussi en tant que personne non blanche. Et ça, et quand on regarde les contenus, notamment qui sont diffusés sur les plateformes, vous remarquez que les rôles des personnages non blancs, que ce soit noirs, principalement les noirs, les arabes, dans les films, les séries qui sont diffusées sur son contenu, sont très stéréotypés. C'est toujours dans la... Ça évolue, bien sûr. Ça évolue, mais ça reste toujours confiné dans banlieue. Tu regardes très banlieue gangsterisme. Ça sort pour l'instant. Il y en a pas mal, c'est bien, mais ça sort très peu de ce schéma-là. Pas de comédie romantique, pas de cinéma de genre. Oui, à la rigueur, oui, mais ça reste, oui, t'as raison, Cut, Take, oui, sa mini-série, mais ça reste toujours côté banlieue. Cette image de banlieue, parce qu'en plus, c'est un rappeur, c'est côté banlieue. Oui, après, mais quand dans la question de puissance et de trucs, il faut un rappeur dans la question de création d'un studio indépendant, il faut quand même quelqu'un qui est immensément riche. C'est-à-dire que, bon, pour le cas d'Ice Cube, il l'est devenu avec la musique et puis d'autres choses en parallèle. Voilà. Donc il faut Omar Sy en fait. Hors contexte strictement rap hip-hop, c'est Omar Sy qui, au niveau où il est arrivé, maintenant est dans une position de puissance où il peut faire le studio qu'il fait avec Le Terrier, etc. Oui, il faut reprendre le principe de Marc, qui était effectivement Léonie, qui est parti aux États-Unis et qui s'est retrouvé en fait mogul en fait du cinéma afro-américain
puisque il faut comprendre que une fois qu'un Afro-Américain aux États-Unis fait une espèce de série B, on le met pas en avant. Donc du coup, ils avaient un déficit déjà de noirs, on va le dire ça pour de vrai, aux États-Unis. Omar est arrivé, ils ont fait, c'est qui lui? Ah oui, c'est pas mal. Bien, on va le mettre là. Et au fur et à mesure, il a marqué une place. Malheureusement, c'est le système américain. Dès que tu fais une série B, tu peux pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il y a énormément de films de série B avec des Afro-Américains. Et ceux qui restent en haut, Kevin Hart ou à l'époque Eddie Murphy, enfin tous les icônes, si tu redescends, c'est un peu plus compliqué. Pour remonter, il faut du temps. Bon, Wesley Snipes, c'est revenu grâce à Kevin Hart, mais c'est toujours des principes. Il arrive en France, il défend le cinéma afro tout court, même pas afro-américain, afro tout court, et il crée comment dire, de manière sensée et normale, défendre le cinéma africain. Bon, bah, il peut le faire aujourd'hui, et donc c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, on met du temps, mais on arrive à créer des dynamiques. Mais pourquoi le cinéma africain et pourquoi pas le cinéma, disons, de la diversité en France, puisque les Français... Oh, mais c'est prononcé sur ça. Hein. Oui, le cinéma africain, il travaille aussi. Sur On le voit aux Oscars, on le voit dans certains festivals. Tout doucement, ça met sa place. Hein. Donc, au-delà de ça, on va pas commencer à essayer de savoir pourquoi, comment. En Afrique, on prend notre temps. Moi, je suis marocain, je prends mon temps, j'arrive à 50 ans, et puis aujourd'hui, on produit dessus. Thibaut, il fait son docu, ça prend du temps. Il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui vont prendre le problème de notre génération, c'est la transmission. Donc, du coup, là, on essaie de dire aux gens, voilà, il y a quelque chose à faire. On est dans une ère où ça va très, très vite. Donc, du coup, prenez-vous en main. Mais quand on voit les exemples de ce qu'on a fait à l'époque, bah, on a pris notre temps. J'avoue que c'était relativement compliqué, mais aujourd'hui, on le fait. Mais on est en train de produire un film avec Simi et Thibaut sur le hip-hop. Et on va tout casser. On se met ensemble. Hein, on se met à 4. Il faudra bien ça. Hein. Ce que je voulais rajouter par rapport à la comparaison avec Ice Cube et les rappeurs qui sont dans le cinéma. Par exemple, j'ai oublié, il y a quand même un exemple d'un rappeur que je trouve sa carrière devient intéressante parce que justement, il a réussi à sortir de cette image de quartier. C'est quelqu'un comme Fianso. Quand on voit certains rôles de ses films, il est en dehors de l'univers du quartier qu'on assimile trop souvent les rappeurs qui essayent de faire du cinéma. En fait, il faudrait avoir une carrière à la Will Smith qui a dépassé le statut qui a dépassé le statut du rappeur quoi. Joey Starr avait commencé à faire ça, j'ai bien aimé son rôle, dans son meilleur rôle pour moi au cinéma, c'est Police dans son personnage de police de My Wayne. Et après il avait opéré ce changement là, mais bon après ensuite il faudrait que ces rappeurs-là, moi, mon principal souci dans le cinéma français concernant les non-blancs, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, la visibilité, leur représentation au cinéma, la plupart du temps, c'est toujours ce côté Kaira, ce côté wesh wesh. Même s'il n'interprète pas forcément des rôles wesh wesh, mais on le colle trop souvent à cet univers de wesh wesh. Et ça, je trouve qu'à un moment... C'est d'où il vient aussi. et ça... Mais c'est bien, regarde. Et ça... Go Fast, tu l'as vu, Go Fast? Oui, Go Fast. Rush Diesel. Oui, mais c'est important de le souligner. C'est très important, c'est très important de le souligner, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et ensuite, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une différence. Et là, il y a une différence entre comment sont perçus les Arabes au cinéma en France et les Noirs en France. Quand tu regardes... Aucun des deux n'est bien perçu. Hein. Non, mais quand les deux n'est bien perçu. Si, par exemple, tu n'as pas l'équivalent d'un Rose Dizem chez un acteur noir en France, en fait. Tu n'as pas l'équivalent. Omar vient de la comédie. Attention. Tu n'as pas un acteur noir français qui a le statut d'Omar, qui vient du classique, c'est-à-dire qui a fait des écoles de cinéma, tu vois, parcours. Et pourtant, il y a plein d'acteurs comme ça qui arrivent. Mais les acteurs noirs que vous voyez à l'écran, qui sont un peu entre guillemets bankable, viennent tous de la comédie. Omar Sy,
Thomas Grinjol, Fabrice Eboué, Ahmed Silla. T'avais Jackie, donc. T'avais Jackie à un moment. Oui, mais oui, ouais, non, mais c'est les rappeurs, tu vois quelqu'un, tu vois que quelqu'un qui sort vraiment du cinéma, qui a fait les cours Florent, vraiment comme la plupart des comédiens blancs en France, quoi, de la comédie française, voilà, comme Pierre Ninet, il y a pas l'équivalent chez les Noirs, alors que chez les Arabes, je peux t'en citer 15 qui sont qui ont les rôles. oui, qui ont les rôles, oui, bien sûr, c'est ça. Alors, je peux t'en citer 10, 15, 20, que ce soit chez les hommes et chez les femmes arabes, qui sont Laila Bekti, Lina Koudri, Isabelle Adjani, vraiment, voilà. Donc, Isabelle Adjani est arabe? Bien sûr, tu sais pas. Donc voilà, donc il n'y a pas l'équivalent chez les Noirs, en fait. Donc, c'est ça, la perception toujours. Okay. Donc, Mais en tout cas, pour les questions économiques, qui sont pas celles des acteurs, il faut quelqu'un qui a énormément de moyens, surtout si, pour ta question de un indépendant, aujourd'hui, il y a que Omar, avec Le Terrier, la troisième personne à qui ils sont arrivés, qui a Carousel, qui est une structure qui naît là, pour quelqu'un qui a du coup les moyens, parce que intouchable, des blockbusters, et parce que ça, et effectivement, dans le sens de ce que tu dis, background comédie. Il n'y a pas de rappeur en France qui a ce Booba, n'importe qui. Il y a personne qui a ce niveau de revenu pour pouvoir dire, je vais produire des films en indépendant et je vais voir l'influence. Ça peut exister, clairement, mais les moyens de construire une structure indépendante, voilà, moi j'en ai une, mais je suis dans la souffrance du quotidien, puis aïe, et mon financement, tous les films que j'ai produits qui ont eu du succès, c'est sur le territoire américain. Donc j'ai coproduit un documentaire sur Nas qui a marché hyper bien là-bas, un autre sur le basket à New York qui a hyper bien marché là-bas. C'est les seuls films que j'ai produits sur lesquels j'ai gagné de l'argent, où j'ai trouvé une économie, etc. Et après, je devais faire un documentaire sur Booba en 2007 avec Canal+. Il me disait quoi? Non, pas ça. Et bon, c'est des exemples. Hein, je parle dans l'univers du docu, mais dans la fiction, c'est encore pire. C'est plus cher, c'est plus complexe. Donc il faut Omar, s'il nous entend, comme Bernard Arnault. C'est lui notre sauveur. Ouais, mais il nous entend pas, là. vas-y. Laissez Omar, va tranquille, il y a beaucoup de choses à faire. Il nous représente, c'est déjà pas mal. Mais déjà, ouais, franchement, on peut pas tout lui demander. En fait, Omar, tu peux nous aider. Ouais. Il fait une dinguerie. Franchement, ouais. C'est à nous de nous débrouiller. Franchement, ouais. On va se débrouiller. Franchement, ouais. Il prend comme une position, et puis après, on verra ce qu'on On fait chacun, clairement. Ça. Mais moi, je peux, parce que c'est mon compatriote sénégalais, du coup. Ah ouais. Je peux aller là-bas. Donc, t'es en train de dire qu'en Voilà. Afrique, c'est le Sénégal qui est en train de tout défrayer. Oui. On a inventé Netflix, frère, en Ok. 83. C'est bon, j'ai terminé. Ok. Donc, en conclusion, ce que moi j'aimerais savoir et ce que l'audience voudrait savoir, c'est que, bien entendu, le hip-hop est une culture qui a de la valeur en France, qui crée de la valeur, mais malheureusement qui a encore des difficultés à percer, on va dire. Et Dans le monde du cinéma, peut-être. En dehors de son domaine, en fait. En dehors de son domaine. Ouais. De s'élargir, en dehors de son domaine. Oui, effectivement. d'après vous, et très succinctement, qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait une sorte de transformation ou de changement de situation, pour que le hip-hop devienne une sorte d'industrie ou de culture qui soit une culture, disons, voilà. Le hip-hop a déjà fait son petit bonhomme de chemin. Là, ce qui se passe, c'est qu'on le voit dans la mode, dans le cinéma, dans la littérature aussi, parce qu'il y en a qui créent des maisons d'édition. Des maisons entre autres. d'édition. Donc, non, mais vous inquiétez pas au niveau du hip-hop, on a bien compris qu'effectivement, les politiques avaient déjà commencé à reprendre un cadre, puisqu'apparemment, on va nous donner des directions sur la danse, sur les structures. Mais, on est là. On va pas lâcher l'affaire. Ouais. On va leur dire que... Et en fait, la différence, elle se fait énormément, mais au moins ça c'est où en France, les industries culturelles sont très institutionnelles, le théâtre, la danse contemporaine. Nous, ça a jamais été ça, mais jamais. Et donc du coup, par défaut, on a créé nos propres entreprises et on a fait nos propres productions, etc. Et du coup, ce chemin, en tout cas celui qui ferait, c'est l'entrepreneuriat. Honnêtement, c'est pas il est d'ailleurs heureusement plus facile aujourd'hui qu'à l'époque des dinosaures où nous on a commencé, mais c'est réellement le chemin le plus rapide, que ça soit nous ou d'autres gens,
tu vois, je sais pas, je dis comme ça les gens qui font les flammes parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est des indépendants qui ont créé un truc à l'époque où on se disait, oh, les victoires de la musique, ça fait 30 000 ans que les victoires de la musique, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, eux, ils ont créé leur truc, et voilà, avec des défauts, mais finalement, ça vient d'entreprises indépendantes, opérées par des gens de la culture, quels qu'ils soient, Voilà. machin, quels qu'ils soient. Merci. Voilà. C'est des gens de la culture qui feront avancer, qui permettront, oui, à la culture hip-hop de s'élargir. C'est des gens de la culture qui soient dans des grosses boîtes comme LVMH ou des concessionnaires Renault, des mecs qui ont grandi dans la culture. C'est eux qui feront avancer la chose. Tant qu'il y aura pas des gens qui ont grandi dans ces cultures-là à des postes stratégiques, même que ce soit sur le plan économique et politique, on restera, la culture hip-hop ne pourra pas véritablement évoluer en France. Et pour juste un dernier point là-dessus, pour rebondir sur cette question pour dire sur Media One, qui est donc le plus grand conglomérat quand on aura la chance de rencontrer l'homme de Media One. Mais ils nous entendent pas. Mais si, ils sont avec nous. Non, mais ils sont. Mais si je prends l'exemple de l'émission qui fait le plus d'audience sur Netflix, qui fait qu'on reconduit, enfin bref tout ça, qui est Une Nouvelle École, qui est donc le plus grand succès. Là, du coup, pour le truc mathématique de qu'est-ce qu'aiment les jeunes, tiens, bah voilà, ça c'est la réponse. La question, elle est vite répondue, comme dirait un grand penseur de ce siècle. C'est une production à, je crois, 3 millions par épisode, qui n'est pas, ou dans la production, il y a 3 consultants qui viennent du hip-hop. Le reste, c'est le sérail de tout le building Media One, avec les mêmes modes de production. Et donc, d'où ce point névralgique important qui est même cette production-là, c'est-à-dire même Nouvelle École, Banlieusards, c'est par exemple une exception intéressante. Moi, je connais pas les gens de Srapfin qui sont les producteurs de Banlieusards et des Misérables, mais que je trouve qu'ils font qu'on n'a pas mentionné, mais qui font un travail remarquable. On preuve qu'on n'est pas si seul que ça, quoi. Mais à noter que dans une énorme plateforme, la série documentaire sur Orelsan, qui est un carton, machin, etc. C'est pas, aucune de ces succès de plateforme sont produits par des gens qui viennent du hip-hop. Et c'est Non, un je truc suis d'arrêter, c'est pas possible. Eric Enzo, il était dans le game aussi à l'époque. Mais je l'adore, hein. oui, mais ce que je veux te dire, C'est vrai, je l'ai pas vu danser sur le dos. Je l'ai vu sur TF1 faire du football. Il devait pas faire un documentaire sur Booba, non? C'est pas lui qui devait faire le documentaire sur Booba, là? Il devait faire le documentaire sur Booba, là, Eric Enzo. le débat. Eric Enzo, là, il y a un documentaire sur Booba. Vive la France! Vive la France! Vive le hip-hop, vive la France! Regardez ça sur la tête.